Bonjour à tous et bienvenue au 3e Lab 2020 de Workplace Magazine, consacré cette fois-ci au Facility Management. Je suis Julie Doen, rédactrice en chef du magazine, et j'aurai le plaisir d'animer ce débat pendant 1 heure. Alors, comme vous pouvez le constater, nous ne pouvions malheureusement pas vous accueillir en présentiel, mais sachez que vous pouvez quand même interagir avec nous à tout moment via le module qui se trouve à droite de votre écran. N'hésitez pas à poser vos questions. L'équipe de rédaction de Workplace Magazine en coulisses les recevront en direct et nous allons réserver un moment en fin de session pour en traiter le plus grand nombre. Voilà, maintenant que cela est dit et précisé, rentrons dans le vif du sujet. Alors que, on l'a vu lors de la première table ronde pour ceux qui y ont assisté, le FM se retrouve confronté à une crise économique et sanitaire sans précédent. L'hospitality management apparaît alors comme une opportunité à saisir pour les acteurs du secteur afin d'opérer la transformation d'un modèle industrialiste vers une approche plus servicielle. Alors si le terme est en train de s'imposer sur le marché, sa définition et son mode de déploiement restent en revanche pour le moment plutôt incertains. Simple adjuvant OFM pour les uns, activité à part entière pour les autres. Que recouvre réellement l'hospitality management? Comment l'intégrer dans des offres qu'ont les FMeurs et les clients à y gagner? Autant de questions que nous allons nous poser lors de ce deuxième débat de la matinée. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir virtuellement, mais le cœur y est, Virginie Depardieu. Vous êtes chef des ventes et fidélisation FM France chez Elior Service. Bonjour Virginie. Bonjour Julie, bonjour à tous. À vos côtés, Laurent Rault, directeur du développement chez Sodexo Entreprises. Bonjour Laurent. Bonjour Julie, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes accompagné de Xavier Baron, sociologue et cofondateur du consortium de recherche de l'Isle-Adam, aussi connu sous le nom de CRDIA. Bonjour Xavier. Bonjour à tous. Et enfin, Frédéric Goupil de Bouillet, directeur de l'environnement de travail et du FM pour le groupe SNCF, qui gère pas moins de 7,4 millions de mètres carrés répartis sur le territoire et plus de 60 000 postes de travail. Bonjour Frédéric. Alors, merci à vous quatre d'être avec nous ce matin. Bonjour à tous et à toutes, merci. Il y a un léger décalage, Frédéric, on va essayer de faire avec. Pas de panique en tout cas, en général, la réponse arrive. Alors, avant même de parler des offres et des gains, intéressons-nous d'abord, si vous le voulez bien, à la définition et au fondement même de ce concept qui est l'hospitality management. Que recouvre réellement cet anglicisme? D'où cela vient? Virginie, Laurent, peut-être je m'adresse à vous pour cette première question. Finalement, à première vue, la comparaison avec le milieu hôtelier semble assez évidente. Virginie? Écoutez, compte tenu de mon ADN, ils font partie d'un groupe de restauration, évidemment, pour nous, c'est quelque chose qui est très fort, hein, l'hospitality management. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est plutôt interne sur des actions qu'on mène déjà. On n'est plus sur un, comme j'aime le dire aussi, mais on est plus sur du savoir-être au service du savoir-faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'hospitality management, ce qui est extrêmement intéressant dans cette première question, c'est qu'il faut qu'on ait tous la même définition de ce métier pour pouvoir le faire évoluer dans le monde du facility management. Parce que pour moi, il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de concurrence entre le facility management et l'hospitality management. On est sur des marqueurs assez forts autour de ce métier. C'est effectivement, on en reparlera, mais l'accompagnement à la création de l'expérience utilisateur. On ne parle plus que du collaborateur, on parle de l'utilisateur. Il y a la formation aussi qui est extrêmement importante et effectivement un marqueur aussi de l'hôtellerie qui manque aujourd'hui de formation. Après, chacun des prestataires fait ses modules de formation qui fait aussi un petit peu sa spécificité de son offre d'hospitality. Et puis, toute l'émergence des nouveaux services qui vont autour de ce thème, qui pour moi est le troisième levier d'action à travailler autour de l'hospitality management, je dirais d'hier, d'aujourd'hui et de demain, avec tout ce que la crise sanitaire nous aura appris. On regarde bien sûr des choses très positives pour faire évoluer ces environnements chez nos clients. Et l'enjeu majeur étant quand même le retour de nos collaborateurs dans des environnements sains, agréables et de permettre de fidéliser l'ensemble de ces équipes. Laurent, peut-être pour compléter de votre côté, quelle vision et quelle définition derrière ce terme d'hospitality management? Les termes France aussi sur des prestations, généralement, les Anglais appellent ça l'hospitality, tout ce qui est service à l'occupant,
dans le domaine du room service. En fait, il y a une déclinaison, une espèce de dérive naturelle qui s'est faite autour de l'hôtellerie, effectivement. On apporte les prestations jusqu'à l'occupant. Donc nous, on y voit une évolution en fait du FM qui ne s'oriente pas simplement en B2B, qui s'oriente en B2B4C ou B2C4B, c'est-à-dire que l'utilisateur est mis au centre des préoccupations. Donc, c'est un FM qui ne s'occuperait pas que des bâtiments et du client et du contrat, qui s'occuperait des gens, de ce qu'ils vivent, et de ce qu'ils vivent avec une évolution extrêmement accélérée depuis quelques mois, de 8 heures du matin à 8 heures du soir. Et le terme d'hospitality, qui se répandait depuis quelques mois maintenant lourdement en France, autour des occupants, avec de nouveaux marqueurs, avec des tentatives de détection de la satisfaction, avec un certain nombre de grands KPI pour suivre la satisfaction des gens et le taux d'occupation des locaux, on a une évolution qui est en train de se faire de manière très accélérée en dehors des locaux, pour des raisons qu'on imagine bien légitimement. Donc, pour nous, l'hospitality, c'est un FM qui s'intéresserait encore plus aux occupants que ce que le FM faisait, ce qui ne veut pas dire que les contrats de FM n'avaient pas beaucoup de KPI sur les utilisateurs avant. Hein. Ça veut dire qu'il y a une sorte de généralisation sur l'utilisateur, ce qui vient d'être dit par ma consoeur, mais qui est aussi très prononcé, effectivement. Donc, ça amène tout un champ d'expertise pour savoir ce qu'est l'expérience utilisateur. Et on va en débattre, je pense, pendant cette heure, mais l'expérience utilisateur, c'est un nouveau domaine sur lequel nous avons beaucoup réfléchi, pour lequel nous apportons des solutions. Et que le marché, nous pensons, est en attente. Nos clients sont en attente d'avoir des experts ciblés sur ces sujets-là. Alors effectivement, on aura le point de vue de Frédéric juste après et on aura l'occasion de reparler plus longuement de l'expérience utilisateur. Mais peut-être justement pour rester sur l'analogie avec l'hôtellerie, Xavier, il me semble que selon vous, cette analogie peut avoir des limites. Vous êtes partisan du comparaison n'est pas raison. Oui, la comparaison et l'analogie avec l'hôtellerie, elle est contenue déjà dans les termes, puisque hospitality management, en anglo-saxon, ça veut dire management des hôtels. Donc, que cela renvoie à la volonté d'aller plus près de l'utilisateur, de se soucier de la satisfaction du résident, que cela comporte une dimension de savoir-être plus riche que ce qu'on habituellement demandait aux techniciens de chaufferie, je dirais oui, c'est tout à fait clair. Maintenant, j'attire simplement l'attention dans le souci qui est aussi le nôtre, hein, dans notre consortium, de tenir la robustesse conceptuelle. Que cela parle, c'est bien, et on peut utiliser le terme d'hospitality management en relation à proximité de l'hôtellerie. Mais on voit bien aussi que ça nous renvoie tout très vite à la notion de concierge, à la notion de satisfaction du résident. Et là, il faut se rappeler quand même, très simplement, que le salarié à la SNCF ou ailleurs n'est pas celui qui paye ses mètres carrés, n'est pas celui qui paye pour ses services. Il est là, je dirais au contraire, pour lui-même rendre un service, pour être si possible performant. Alors, attention, l'hôtel n'a pas la même finalité que l'espace de travail, et l'espace de travail n'est pas financé de la même manière que l'hôtel. Qu'il y ait des analogies, c'est une chose, mais un métier mature doit construire son propre référentiel et ne pas se contenter de copier d'autres secteurs ou filières d'activité. Ce sont toutes les deux des filières de services, mais ce ne sont pas les mêmes services. Alors, on a entendu Virginie et Laurent sur la nécessité de remettre les usages et les usagers au cœur des réflexions, d'aller vers du B2B2C. Xavier, vous gardez la parole pendant que vous l'avez. Est-ce que ça signifie que jusqu'à présent, finalement, l'utilisateur final était le grand absent de l'équation ? Oh, évidemment, si je dis oui, tous mes amis DET vont dire « Attends, ça fait des années qu'on se préoccupe bien sûr de la satisfaction de nos résidents, de nos occupants, de nos collaborateurs. » Oui, mais ces mêmes directeurs des environnements du travail, ces nouveaux directeurs immobiliers qui se préoccupent de l'exploitation et pas seulement de la gestion des actifs, savent aussi qu'ils sont sous contrainte de performance, sous contrainte de parcours d'optimisation, pas seulement des actifs, mais de la gestion et de l'optimisation de ces actifs. Et encore une fois, le salarié, on cherche sa satisfaction, je dirais, à minima, mais pas nécessairement totale. Alors, de déménagement en déménagement, on a aussi inventé la conduite du changement.
soyons simplement un petit peu, sans être cyniques, un petit peu réalistes et restons près des choses. On n'est pas passé à l'open space pour répondre à une demande des salariés. On ne passe pas au flex office pour répondre à une demande des salariés. La réduction des mètres carrés, ce n'est pas une demande spontanée des salariés. Ce sont des exigences des entreprises et qui risquent d'être d'ailleurs à nouveau, comment dirais-je, durcies dans la période que nous allons vivre. Et la prise en compte du salarié, je dirais que le mouvement de l'hospitality management en rend compte, mais précisément moins sous l'angle de l'hôtellerie de la satisfaction que sous l'angle de la performance. Autrement dit, ce que ces aménagements et ces immeubles doivent produire, c'est une performance avant de produire une satisfaction, c'est une capacité accrue des salariés à bien travailler. Et si je devais, alors pour le coup, proposer une autre analogie, je dirais que même si elle est beaucoup moins agréable, l'hospitality management, c'est aussi le management hospitalier, c'est-à-dire de l'hôpital, c'est-à-dire qui remet quelqu'un en bonne condition pour vivre et pour travailler. C'est donc plus près, d'un point de vue de finalité, de l'hôpital. Et d'ailleurs, certains d'entre les prestataires utilisent la notion de prendre soin d'eux, c'est ancien chez Vinci, ou du care, c'est ce qu'on retrouve chez Stivo aujourd'hui, dans les thèmes de promesses marketing de l'hospitality management. Alors, on a parlé d'expérience utilisateur et des besoins. Frédéric, de votre côté, y a-t-il en effet de nouvelles attentes? De quoi avez-vous besoin aujourd'hui et sûrement demain pour votre parc immobilier et pour vos collaborateurs? Alors, en effet, je vais rejoindre les propos qui ont été tenus jusqu'à maintenant. Si les professionnels des services ou des sociologues comme Xavier se posent la question de l'hospitality, c'est que tout simplement nous, les utilisateurs ou les représentants des utilisateurs, on se pose une autre question qui est fondamentale, c'est pourquoi on manque de place et en même temps nos bureaux sont vides. Donc, on voit bien qu'il y a, et comme le disait Xavier, qu'au cœur de notre système aujourd'hui, on a mis en place des bureaux. C'était pas forcément pour le bien ou les demandes de nos clients, de nos utilisateurs finaux. C'était les bureaux, ils sont pas nés d'une demande des utilisateurs, ils sont nés d'une demande des managers d'avoir leurs employés à leur côté. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la crise que nous vivons, que le premier et le deuxième confinement, montre que aujourd'hui les utilisateurs finaux fuient nos bureaux. Ils ne sont plus là, ils ne veulent plus revenir. Il y a un manque, je dirais, d'attente flagrant dans les bureaux. Les gens ne viennent plus pour travailler, et le premier confinement l'a démontré, ils ne viennent plus au bureau pour aller travailler, ils veulent aller au bureau pour avoir du contact. Et en ce moment, malgré le deuxième confinement, on a cette distanciation. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a un problème pour faire venir nos utilisateurs finaux dans nos bureaux et qu'on a besoin de les traiter, comme le disait Xavier, on a besoin de les faire revenir et de mieux voir quel est leurs usages. Et en fait, aujourd'hui, il y a un décalage entre l'usage des bureaux et l'usage entre les bureaux et l'usage que vont en faire les collaborateurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on réfléchit, nous, fortement, avec les professionnels des services, à comment faire revenir l'employé de bureau, comme on disait autrefois, de faire revenir l'employé de bureau dans les bureaux et pour quels usages ils veulent le faire. Donc, il faut, à mon avis, revenir sur les fondamentaux du bureau, les fondamentaux de ce qu'attendent les employés de bureau pour pouvoir les faire revenir. Parce qu'en effet, jusqu'à présent, on a eu plutôt une volonté de performance, on était avec des ratios au mètre carré par utilisateur, on était dans des ratios de cet ordre-là du côté de l'immobilier, et de l'autre côté, du côté des services, on nettoyait les bureaux parce qu'il faut nettoyer les bureaux, on gardiennait les bureaux parce qu'il fallait les gardienner, mais à aucun moment, on ne s'est véritablement posé la question de qu'est-ce que veut l'usager. Et là, je réponds en tant que DET, et je pardonne volontiers à Xavier de ne pas avoir osé nous matraquer en termes de finalité sur les bureaux, mais c'est clairement la volonté. Aujourd'hui, on est bien dans un rapport B2B2C ou 4C, comme vous voulez, et que la majeure aujourd'hui était le B2B.
le B4C et n'était pas véritablement au cœur du système. Maintenant, on se pose réellement la question de savoir comment il faut adapter et les bureaux et les services à l'usage de nos collaborateurs si on veut véritablement qu'ils reviennent et qu'ils ne fassent pas du full télétravail, auquel cas il faudra revoir complètement notre modèle de gestion. On reviendra après sur ce côté de télétravail aussi. On voit bien la volonté et la nécessité surtout de s'adresser de plus en plus à l'occupant, au bénéficiaire final, de lui donner envie de revenir au bureau. On a notamment parlé d'expérience utilisateur. Finalement, concrètement, comment ça s'intègre aujourd'hui et ça se traduit dans les offres. Virginie, Laurent, options supplémentaires pour certains, activités à part entière pour d'autres, où placer le curseur, jusqu'où aller dans les offres pour pouvoir intégrer cette notion d'expérience utilisateur et d'hospitality management. Ce qui est extrêmement intéressant dans ce que vient de dire effectivement Frédéric, c'est qu'on sent bien aussi, au-delà de nous, prestataires, de faire évoluer nos métiers, c'est la co-construction qu'on peut faire effectivement avec les donneurs d'ordre sur leur évolution. Parce que ce que Frédéric disait, c'est que son objectif et son challenge, c'est de faire revenir les utilisateurs dans cet environnement et que, je dirais, sa motivation première n'est plus forcément la rationalisation, le prix du mètre carré ou le prix de la prestation. C'est comment je vais réintégrer et réanimer en fait mes équipes pour revenir travailler dans de bonnes conditions et puis faire évoluer mon entreprise, parce que c'est quand même l'enjeu majeur, c'est de faire évoluer l'entreprise cliente. Je pense que c'est pour ça qu'on passe d'une offre de service à un besoin de service. Et de fait, nos organisations doivent évoluer. Alors, doivent évoluer au sein de l'entreprise, au sein du bâtiment et qui nous est confié. C'est pour ça que moi, je dirais que ce qui est intéressant d'ici dans cette évolution, et Eric Fiou en parlait tout à l'heure au titre du CIMI, c'est pas mal d'actions qu'on travaille conjointement avec l'ensemble des prestataires de services, c'est l'évolution de ces métiers, jusqu'où aller, aussi bien dans l'entreprise que dans le télétravail. Il faut que petit à petit, on offre des services similaires dans ces deux environnements pour nous permettre de grandir. Alors, on se rend bien compte aussi que l'aspect technique était quand même un point essentiel du service au bâtiment, le contrat de facility management qui était le point d'ancrage de l'ensemble de nos métiers sur un environnement tertiaire. Évidemment, on n'a pas la même approche dans d'autres environnements, mais sur le tertiaire, où maintenant, effectivement, la technique n'est plus, je dirais, une problématique. Il faut que ça fonctionne. Voilà, on est plus dans une approche servicielle où il faut que ces métiers évoluent. Alors, oui, bien sûr, comme tous les autres, on a travaillé ces évolutions au service des collaborateurs et au service des usagers. On se rend compte, alors bon, c'est peut-être parce qu'effectivement, chez nous, on a cette activité, mais plutôt pour vous faire sourire, on a une activité d'espace vert dans nos métiers de services. Et effectivement, on se rend compte que ça fait aussi partie. On en avait parlé donc avec les équipes de Frédéric. De demain aussi, c'est des petits indicateurs qui évoluent. On se rend compte qu'aujourd'hui, 20%, par exemple, si vous prenez sur les grosses agglomérations, 20% des végétaux dits urbains sont dans le monde de l'entreprise. Donc ça, c'est une vraie évolution qu'on peut observer depuis le début de l'année. Donc c'est des petits marqueurs assez forts qu'il faut pouvoir transmettre au fur et à mesure chez nos clients et de construire l'attente, parce que l'attente pour Frédéric au sein de la SNCF ne sera pas forcément la même attente pour un grand groupe industriel ou effectivement une société de plus petite taille qui sera soit en région parisienne, soit en province. Donc, il faut adapter et que ce soit des offres sur mesure. Alors, c'est vrai que nous, on aime bien penser comme ça, mais on est vraiment dans le bien-être du sur-mesure et de l'approche. C'est pour ça qu'il n'y a pas de modèle et de service. Laurent déplora effectivement aussi cette question, mais il n'y a pas de modèle type à déployer sur l'ensemble de nos usages. Il faut au fur et à mesure, effectivement, travailler et faire évoluer. Alors, faire évoluer, ça ne veut pas dire qu'il faut tout digitaliser non plus. Ça, c'est aussi un peu le travers qu'on va pouvoir observer. Effectivement, ce qu'on a vu, et nous, on en est ravis aussi, c'est aussi, je disais tout à l'heure, des points positifs de cette crise, c'est la mise en avant de notre personnel, alors que ce soit en propreté, que ce soit en technique, que ce soit, voilà. Donc, toute cette appétence sociale, qui pour moi, est effectivement un sujet très important, ça va aussi dans cette démarche. Et c'est aussi à nos collaborateurs, avec les clients, de construire ces services autour de la restauration en télétravail, autour du bien-être dans l'entreprise, mais surtout, il y a un point fort dont on ne parlait pas forcément il y a 6-8 mois, c'est de se sentir en sécurité dans les bâtiments. Et ça, effectivement, c'est un point qui est essentiel. C'est pour ça qu'effectivement, toutes ces offres de demain, mais il faut qu'on les construise, non pas chaque prestataire dans notre coin, mais tous ensemble, et répondre à la demande, par exemple, de Frédéric de demain, et de tester ensemble, et surtout d'écouter
les utilisateurs et les usagers, savoir ce qu'ils ont envie de trouver demain dans leur lieu de travail. Voilà. Laurent, de votre côté, je vous laisse rebondir et répondre à la question. Alors, s'il y a une sorte de consensus autour de l'utilisateur, encore faut-il savoir ce qu'il veut. Et en fait, nos recherches académiques et aussi l'expérience sur le terrain avec des clients nous amènent à penser qu'une expérience utilisateur, elle est le fruit d'une réussite de 3 grands domaines. Le premier domaine, c'est le service qu'on propose à un collaborateur dans les bureaux. Le deuxième, c'est la manière avec laquelle sont agencés ces bureaux. Et il y a un troisième de ce sujet qui est un sujet de moyen, mais qui n'est pas neutre en ce moment, c'est un sujet de la data d'occupation et de la techno. En fait, ces 3 sujets, s'ils sont bien agencés, et la force de l'exemple montre que quand ils sont bien agencés, l'expérience utilisateur est vraiment idéale, c'est-à-dire que les gens travaillent de manière efficace, ont envie d'aller au bureau et sont heureux d'y aller et sont satisfaits. Et en fait, donc le point de départ, c'est quelle est l'expérience au bureau? Alors, parfois, et souvent, nous avons des clients éclairés qui connaissent, qui sont à l'écoute de leurs collaborateurs, qui ont fait des groupes de travail. Parfois, non. Et donc, ce qui est important au départ, c'est designer l'expérience. Que veulent les gens au bureau et que veulent les 4 dirigeants en effet miroir? Sur la base de ces travaux, qui sont des travaux de designers, et donc on parlait d'évolution, on a intégré dans nos offres des designers parce qu'il faut écouter les gens et c'est un métier que certains grands du retail ont fait et ont très bien fait dans l'univers du retail. On essaie de capter l'attention. Alors, pour illustrer ce que je peux dire, ce que je veux dire, c'est que du temps du FM, nos offres, c'était par exemple un helpdesk. Le helpdesk, c'était dans un bâtiment le point d'entrée quand il y avait un problème technique de nettoyage quelque part ou de maintenance. Quand on fait un design d'expérience avec des groupes de personnes, c'est arrivé dernièrement, c'est pour ça que c'était un exemple que je cite, que les collaborateurs qui sont dans un design d'expérience font émettre un avis comme quoi ils aimeraient bien avoir un centre de services partagé. Pas un helpdesk, un centre de services partagé. Et quel est ce centre de services partagé? C'est un point unique de problème au quotidien. J'ai perdu mon permis de conduire, que faire? J'ai besoin d'une voiture partagée pour aller dans un lieu de mon entreprise à 15 km, que faire? J'ai besoin d'une animation pour faire un team building sur la idée à animer cette fresque. J'ai un problème de nettoyage parce que je perçois que les toilettes sont sales. À qui je peux en parler? Donc, c'est passé d'une logique de bâtiment à une logique d'expérience. Quand ces 3 sujets sont mis en œuvre, et qu'en plus on y met des capteurs ou de la data d'occupation, on arrive à voir assez finement le besoin initial, la vie du bâtiment et la vie des services qui sont dans ce bâtiment, et la restitution et de la perception des efforts qui ont été faits sur le bâtiment. Et pour rejoindre ce que disait notre potentiel client, c'est à la fin du fin qu'il faut qu'on puisse savoir si les gens ont envie de revenir dans le bâtiment, et on se rapproche plus de l'hôtellerie, c'est ce que je pense, que de l'hôpital. Nous irons dans nos bureaux que si nous avons de l'attractivité, et cette attractivité, c'est une succession de choses autour des espaces. C'est-à-dire qu'on peut prévoir quelque chose en théorie, mais si on ne le fait pas à la fin, si les gens ne vont pas dans les salles que nous avons prévues, s'ils ne vont pas au restaurant ou si le temps d'attente au restaurant est trop long, ils n'y retournent plus. Donc, c'est important de combiner ces 3 sujets-là. Donc, en quoi évoluent nos offres? Nos offres, elles évoluent, c'est qu'on avait la volonté tous ensemble, tous nos confrères, de mettre en place des helpdesks quand c'était demandé, avec là où on pouvait recueillir les offres de services. De plus en plus, on va s'intéresser à la manière avec laquelle les gens le perçoivent. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, de subtil, avec des nouvelles compétences, et c'est ce que nous cherchons à mettre en œuvre. Et c'est ce que nos clients nous demandent en plus, parce qu'ils sont eux-mêmes experts de leurs usagers, mais il y a des choses qui sont, en termes d'écoute, qui sont extraordinaires en termes de résultats. Alors, vous dites que le client est effectivement expert en termes de besoins des usagers. Frédéric, là-dessus, il me semble que vous me disiez que effectivement, vous essayez de construire et de savoir quel serait le service de demain et quels seront les besoins. Mais problème, les collaborateurs ont de nouvelles attentes, mais ne savent pas forcément exprimer ce besoin. Comment vous faites ? C'est vrai que l'un des problèmes majeurs aujourd'hui, c'est que de remettre l'utilisateur au cœur, c'est de lui demander ce qu'il souhaite. Et assez souvent, il a du mal à l'exprimer.
Et puis les expressions de besoin ne sont pas les mêmes les uns par rapport aux autres. Et c'est de faire travailler le collectif et de savoir et ne pas être sur le plus petit commun dénominateur, mais être sur le plus grand. C'est ça la problématique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on y réfléchit. C'est vrai que on a créé une direction de l'expérience utilisateur pour essayer d'adapter au mieux les services que l'on va mettre auprès des utilisateurs. Donc, c'est souvent leur proposer des choses en leur faisant pas croire, mais en essayant de capter tous leurs besoins. Je dirais aussi que ce qui va aussi dans le bon sens, c'est que la réflexion, elle se fait à la fois sur le contenant et sur le contenu. Là, on parle beaucoup du contenu, on parle des services, de ce qu'on va apporter aux utilisateurs. Sur le contenant, la réflexion est aussi la même. Je sais que beaucoup d'entre nous pouvons regretter que les bureaux qu'on a mis en place aient été mis par des promoteurs loin de l'usager, loin de l'utilisateur final. De plus en plus, la réflexion se fait maintenant que le contenant et le contenu doivent avoir une même offre. Donc, ça nous amène dans une dynamique qui fait qu'aujourd'hui, on va, et je vous entends de plus en plus parler de l'hôtel. Et donc, c'est quoi l'hôtel? C'est l'occupation d'un espace à l'usage et de pouvoir l'adapter. D'un côté, l'immobilier va vers ceci. Et donc, c'est ce qui est naturel derrière, c'est que en effet, au lieu d'avoir un majordome qui s'occupait de la maison, on va de plus en plus avoir un concierge ou un maître d'hôtel qui s'occupe et de la maison et des usagers. Et c'est là où il faut qu'on arrive à faire le lien entre les deux. Et c'est ce qu'on essaye de faire en effet à la SNCF, où on réfléchit à la fois des espaces de plus en plus dynamiques et flexibles, et quels sont les services derrière que ça va générer, puisque on n'aura pas dans des espaces dynamiques où les gens ne sont plus postés, on n'aura pas du tout les mêmes services. Vous avez parlé tout à l'heure, Virginie, du besoin sanitaire, du besoin de sécurité sanitaire. Voilà, les espaces dynamiques ont besoin de plus de sécurité sanitaire. C'est quoi les espaces de restauration? Comment sont les espaces de restauration? Quels sont les espaces de réunion? Et ces espaces de réunion, comment on les rend de plus en plus sains? Voilà, toutes ces questions, il faut se les poser avec le volet gestion du contenant et gestion du contenu. Alors, on l'entend dans le discours, l'hospitality management pourrait permettre un changement de paradigme. Qu'en est-il réellement, Xavier, selon vous? Est-ce qu'on tend là vers un modèle plus serviciel, ou est-ce que les offres telles qu'elles existent aujourd'hui reposent finalement encore sur un modèle industrialiste? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a véritablement l'émergence du thème, tel que ça a été dit par les différents intervenants, l'émergence du thème. Et c'est bien la réponse à une attente de clients, c'est bien une réponse à des attentes de plus en plus perceptibles, de plus en plus écoutées des résidents, des occupants, des collaborateurs, des salariés, des clients. Donc il y a incontestablement, avec le thème de l'hospitality management, la montée en puissance, la prise en charge de la dimension servicielle des services aux immeubles et aux occupants des espaces de travail. Et ça, c'est incontestablement une très bonne nouvelle. Alors, là où je suis un tout petit peu plus interrogatif, c'est quand je constate, alors à partir des espaces que je rencontre, et notamment d'une étude aussi que je mène actuellement avec la Fédération des entreprises de propreté, les réalisations que je constate tournent toutes autour de la notion d'usage. Et ça, c'est un approfondissement, c'est une prise en charge de la dimension servicielle, avec toutes les ambiguïtés que ça peut comporter. Dans une précédente table ronde, il a été question de services à l'usage, qui était en fait une version de la facturation à l'acte. On se parle parfois de services à l'usage en pensant à la demande, et là, on est dans une version de l'hospitality management qui est la réponse à l'attente exprimée par le salarié, avec les limites que Frédéric soulignait. Et puis, il y a une troisième dimension qui, je crois, est effectivement portée par le thème et surtout, de mon point de vue, constituer le fond de l'attente des données. Alors, Xavier vient de nous quitter
spontanément. Bon, on le reprendra en cours de route en espérant qu'il puisse nous rejoindre. Il s'est fait la malle. Alors, en attendant, je vous propose de poursuivre. Vous en parliez déjà un peu plus tôt. Évidemment, aujourd'hui, quand on parle de bureau, même si le FM ne se limite bien évidemment pas au bureau, mais quand on parle de bureau, on ne peut plus aujourd'hui ne pas penser au-delà des murs de l'entreprise, avec bien sûr l'avènement du télétravail. Finalement, est-ce que ce télétravail va-t-il changer la donne en matière d'hospitality? Frédéric, il me semble que de votre côté, c'est une réflexion en cours chez vous, bien évidemment, en prévision d'un télétravail croissant. Demain, finalement, vous voulez offrir la même homogénéité de services aux collaborateurs, qu'ils soient chez lui comme au bureau? Oui, là c'est évident. C'est vrai que le premier confinement a amené quelque chose dont beaucoup d'entre nous se doutions, mais peut-être beaucoup moins les managers, les dans B2C. C'est clair que le télétravail va devenir une constante, je pense. Et que ça va devenir un fait récurrent. Alors, pas le télétravail, évidemment, à 5 jours par semaine, mais même un télétravail à 2 jours par semaine, ça nous amène à un présentiel de 2 jours. Si vous comptez la mobilité, vous comptez ainsi de suite. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, il ne faut pas réfléchir, je dirais, en service à l'occupant, puisque nos usagers vont être de moins en moins occupants des bureaux, vont être de plus en plus mobiles et vont être chez eux. Et donc, il faut réfléchir en service. Et ça, je l'ai entendu dire tout à l'heure, ça va être des services. Alors, nous, on dit aux agents, des services aux salariés, des services beaucoup plus complets qui doivent tenir compte à la fois des services dans les bâtiments de l'entreprise, mais tout bâtiment de l'entreprise. C'est pas uniquement sur le lieu principal d'activité. Un salarié va pouvoir maintenant va vouloir aller, je vais pas dire n'importe où, mais là où il a besoin d'être, c'est-à-dire chez lui, dans des hotspots, dans des services de coworking, au bureau, chez le bureau d'un collègue et ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'il faut maintenant raisonner aux salariés. Et qu'est-ce qu'un salarié a besoin tout au long de son parcours professionnel, de la journée, de la semaine, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment la réflexion qu'il faut avoir aujourd'hui avec les professionnels. C'est plus, on est de moins en moins sur un service posté, mais sur un service itinérant auprès du salarié. Virginie, Laurent, j'imagine que ce sont forcément des questions que vos clients vous posent aussi aujourd'hui. Quelle sera demain la place de l'hospitality manager dans un tel schéma entre télétravail et bureau? Alors, je pense que l'hospitality manager, il est au carrefour de la vie du bâtiment et des services qui sont rendus, mais il est aussi l'oreille attentive du client pour faire appel et pour écouter les besoins salariés, les faire émerger par le client lui-même ou par ses propres responsables à lui. Ce qu'on perçoit, c'est effectivement que le télétravail va génère des besoins croissants en gestion de mobilité, et donc il faut pouvoir y répondre. Et nous cherchons à y répondre avec des partenariats d'espaces de coworking et notamment des plateformes de mise en possibilité de travail sur des espaces de coworking sur la base d'une plateforme. Un des grands de la place avec qui nous travaillons, ça s'appelle Neonomade et le permet. Plus globalement, il faut apporter les mêmes services. Il fut un temps où les salariés choisissaient délibérément de travailler chez eux et demandaient une journée ou 2 par semaine. Les employeurs, généralement, leur disaient « bon, d'accord, on vous accorde de travailler chez vous, avec des moyens qui sont les vôtres et donc vous vous débrouillez ». De plus en plus, les salariés vont être amenés à travailler chez eux par obligation, soit des conditions sanitaires ou autres, gouvernementales, soit parce que leur employeur leur dit « voilà, maintenant on va réduire les locaux, on va s'organiser, on va être dynamique ». Et donc, on vous demande, si vous en êtes d'accord, de travailler chez vous. Donc, c'est une obligation, en fait, qui est posée aux salariés. Donc, ça veut dire que nos clients réfléchissent de plus en plus aux avantages sociaux, aux conditions de vie chez eux. Donc, on a vu des trucs incroyables, c'est vrai. Il y a des entreprises qui équipent complètement des bureaux chez les salariés, avec des bureaux en hauteur, avec des écrans incroyables. Et ça, c'est des entreprises qui ont fait le choix d'accompagner lourdement le télétravail. Et d'autres cherchent déjà à pallier ce qui peut l'être. Par exemple, la restauration. Donc, on a un groupe de restauration, effectivement, comme Elior. Nous, on a la possibilité de faire travailler et d'offrir des restaurations hybrides sur site restaurants pour que les chez eux puissent avoir des titres restaurants. On a une filiale qui fait des titres restaurants et on combine nos offres maintenant pour apporter une espèce de package complet de restauration. Un salarié qui est à domicile, un salarié qui est on-site sur son bâtiment
Et même un salarié qui pourrait presque commander des repas via ChronoFresh et qui pourrait se faire livrer toutes les semaines. Donc, la mobilité devient un enjeu pour nous, aussi parce qu'on a perdu beaucoup de couverts au self, il ne faut pas se tromper. C'est aussi une question de business et de survie. Donc, il faut nous réinventer et rechercher l'expérience d'un client, d'utilisateur. Encore une fois, j'insiste là-dessus, un client et ses utilisateurs sont tous différents d'un autre client. Il y a des tendances de fond, mais il faut bien écouter le besoin fondamental. Et dans le domaine de la restauration que je viens de citer, là aussi, l'écoute peut être très fine. Il faut simplement avoir les solutions sans couture. Et c'est ça qui est important, c'est de ne pas faire des promesses qui ne sont pas tenues. Il faut des promesses qui soient tenues dans le temps, car ces expériences de digitalisation, pour prendre l'exemple des commandes de food delivery, ne se réitèrent que si elles sont sans couture, depuis la commande jusqu'à la facturation et la livraison. Donc c'est ça le nouveau sujet qui est le nôtre, c'est l'expérience sans couture, y compris chez le particulier. Voilà. Alors Virginie, un mot rapide aussi là-dessus. Selon vous, quelle sera la place demain de l'Hospitality Manager à l'heure des environnements de travail multiples? J'ajouterais effectivement au propos de Laurent qu'effectivement, il y a des métiers et des prestations essentielles qu'il y a en soi, bien sûr, le travail, il faut offrir une prestation de restauration, il faut offrir la possibilité d'être livré chez soi, de son dossier, de son archive, voilà, tout ça, il n'y a pas de débat, c'est des évolutions, des actions qu'on est capable de mener assez simples. Après, ce qu'il faut regarder, c'est qu'effectivement, cet hospitality management, on le traite aujourd'hui dans le monde du facility management. Donc, il y a aussi l'impact fort du pilote, du site, du facility management, et aussi des évolutions. Il n'est pas question aujourd'hui que l'entreprise, le rôle de l'entreprise et le rôle de Frédéric demain se substituent à la vie personnelle en fait, des collaborateurs, mais c'est aussi de travailler avec eux et non pas d'attendre que l'information nous soit retombée sur quels sont vos besoins à domicile, parce qu'effectivement, on n'a pas, tous nos collaborateurs n'ont pas la superficie nécessaire pour pouvoir être dans des bons environnements de travail, gérer leur vie familiale et personnelle dans ces nouveaux usages. Donc, effectivement, c'est aussi des points qui sont essentiels. Et c'est peut-être là où, effectivement, aujourd'hui, notre travail et notre expertise est plus attendue, parce que sur tout le reste, en soi, c'est notre capacité à nous adapter sur ces nouveaux usages, comme vous dites, à proposer demain sur des espaces plus collaboratifs, mais il y avait déjà un certain nombre de sujets qui étaient quand même bien amorcés. Le tout, c'est de voir un petit peu et de prendre le recul de cette expérience, parce qu'il y a aussi, et je le disais tout à l'heure, et Xavier l'a relevé, un point qui est extrêmement important, c'est le point sanitaire. Donc, il y a rassurer dans les environnements de travail, dans l'immeuble, mais il y a aussi la gestion de ces sujets-là dans le monde du télétravail. C'est comment on va pouvoir accompagner ses collaborateurs dans ce sens-là. Et je pense qu'effectivement, au-delà d'attendre et d'enquêter, le rôle de l'hospitality manager de demain, c'est de pouvoir créer avec des utilisateurs, des convives et des partenaires ces nouveaux besoins, et en tout cas de les tester. Alors, je ne dis pas que tous sont essentiels et que tous fonctionneront. On a effectivement déjà lu des choses, enfin tous, voilà, des actions qui sont menées. Bon, on se demande un petit peu effectivement la finalité, mais en tout cas, c'est de s'adapter à cet environnement. Et on est également conscient, et Frédéric le disait tout à l'heure aussi, c'est que les mètres carrés vont diminuer, les locaux vont être certainement réagencés, donc il faut aussi qu'on adapte nos organisations par rapport aux collaborateurs et aux usages. Donc, c'est ça aussi le rôle de l'hospitality manager, c'est entre l'administrateur, l'animateur, celui qui va marquer un peu tous les sujets et surtout qui ne va pas proposer un panel de services trop large, mais qui seront vraiment adaptés à l'environnement et que le collaborateur se sente mieux, mais le collaborateur, mais aussi, et là il y a un point qui est quand même extrêmement important, c'est les collaborateurs des prestataires qui œuvrent sur le terrain, parce que c'est aussi eux qui font le bien-être des occupants finaux. Si les collaborateurs se sentent bien sur le site ou dans l'action, effectivement, le rendu, c'est ce qu'on appelle du win-win. Donc, c'est extrêmement important que cette démarche, elle soit globale, que dans un projet de cette taille et de cette envergure, on puisse aussi adapter les métiers, les services et le rôle de l'hospitality manager avec un sens et ne pas oublier effectivement qu'il y a plusieurs parties dans ces décisions. Donc, la co-construction, une fois de plus, de cet écosystème est extrêmement importante, mais il faut aller au-delà de nos métiers traditionnels.
Alors, on l'a vu, effectivement, on a déjà parlé du pourquoi et du comment. Oui, Frédéric, je vais vous laisser réagir juste après. Peut-être une question quand même à vous tous. Finalement, quel bénéfice à la clé, côté prestataire comme côté client? Est-ce que l'hospitality management peut, par exemple, réellement contribuer à la valorisation du métier? Est-ce que c'est synonyme de valeur ajoutée, de nouvelles compétences, de flexibilité dans le cas d'un client comme vous, Frédéric? Donc, je vais vous donner la parole en premier, vous vouliez réagir. Et j'ai donc une question pour vous. Selon vous, qu'auriez-vous à y gagner? En quoi l'hospitality management peut être bénéfique pour un groupe comme la SNCF? Je vais rajouter, c'était même un complément par rapport à ce qu'a dit Laurent et Virginie. Le télétravail, l'une des conséquences pour moi aussi du télétravail dans les services, alors pour le coup aux occupants, pour l'hospitality manager qui serait sur le site, qui resterait sur le site, c'est d'enchanter le site, mais c'est surtout de faire en sorte que voilà, les collaborateurs soient contents d'aller sur le site. Et ça veut donc dire que comme ils seront moins souvent sur le site, que quand ils y sont, ils aient les services et qu'il n'ait pas 5 jours pour les avoir. Il en restera plus que 2 jours. Donc, ça veut dire de la réactivité, de la robustesse. Et je ne dis pas ça forcément parce qu'on ne l'a pas aujourd'hui, mais c'est vrai qu'ils auront des temps d'attente beaucoup plus courts et ils deviendront de plus en plus exigeants. Bah pour moi, et donc c'est l'un des bénéfices, c'est de savoir cette réactivité et d'être sûr d'avoir, je sais, les prestations telles que le citait tout à l'heure Laurent sur son site. Moi, c'est la première chose. La chose qui est pour moi majeure derrière dans l'hospitality management, c'est que j'ai bien aimé tout à l'heure le parallèle de Xavier. Hôtel, hôpital. Je suis désolé aujourd'hui quand on rentre dans les bureaux, j'ai fait plusieurs grands groupes et même les derniers, on a plutôt l'impression d'être à l'hôpital qu'à l'hôtel. C'est un immaculé de blanc, que ça soit du sol au plafond avec des moquettes marron. Donc, c'est vrai que c'est pas vraiment enchanteur. Par contre, quand on voit aujourd'hui tous les espaces qui se mettent en place autour du coworking, autour du corpo working, ou même des entreprises qui essayent d'enchanter leurs salariés, c'est des univers qui sont quand même beaucoup plus attrayants, qui suscitent plus la volonté de travailler en groupe et de travailler collectivement. Donc moi, je veux dire, le premier des bénéfices, il est là. Le deuxième, c'est d'adapter nos immeubles. C'est clair qu'aujourd'hui, on a trop de place et les immeubles ne sont pas adaptés. Et donc, sans vouloir, si on veut conserver une prestation de haut niveau, c'est-à-dire de mettre l'argent où il doit être, on peut, en combinant l'hospitality management avec les espaces dynamiques, atteindre un point qui permet d'avoir les surfaces nécessaires avec des prestations je vais pas dire de haut niveau, des prestations au niveau normal qu'on devrait avoir et de pas rechercher systématiquement sur le dos des services à gagner de l'argent qui est pour moi futile, alors que là où on perd véritablement l'argent dans nos univers immobiliers avec le service qui va à côté, c'est sur les surfaces qui sont gaspillées, qui sont mal utilisées. Et pour moi, c'est vraiment le grand bénéfice que l'on peut tirer de l'hospitality management couplé avec des espaces dynamiques. Virginie, de votre côté, il me semble que vous parliez de la mise en avant du rôle du prestataire et de nouvelles compétences pour le FMR. Oui, je disais tout à l'heure, l'hospitality manager, en fonction de la typologie des locaux, bien sûr, de la taille de l'environnement et de l'entreprise, c'est un complément. C'est un autre poste, en fait. Il ne faut pas oublier que le pilote FM a des compétences qui ne sont pas les mêmes que l'hospitality manager. Après, ce que je vous disais sur le savoir-être, c'est extrêmement important sur les deux parties. Mais un pilote FM a la gestion budgétaire, voilà, c'est pas le même métier. Donc, c'est extrêmement aujourd'hui de replacer, en fait, ce profil au sein de l'entreprise et d'adapter. Il doit être, ce que je disais, proche des collaborateurs, proche des occupants, de recentrer ces sujets, oui. Xavier, pour revenir un peu plus sur l'actualité, vous me disiez que le Covid avait fait la démonstration de la pertinence d'un hospitality management. Qui nous est donnée, au-delà de nous concernant, de nous rapprocher de l'ADN de l'ADO. Attendez, oui, il y a eu une perturbation. Non, pardon, Laurent, je vous laisse terminer, ensuite je poserai ma question. Il y a eu un décalage. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y. Bon, m'entendez-vous? Je vais reprendre la parole, Laurent. Non, oui. nous, on vous entend, mais vraiment, vous ne nous entendez pas.
Juste le temps peut-être que le décalage se remette. Xavier, donc effectivement pour faire un point sur l'actualité, vous me disiez que le Covid avait fait la démonstration de la pertinence de l'hospitality management en permettant notamment de faire travailler ensemble toutes les compétences et de les faire évoluer en temps réel. Oui, relativement à ce qui vient d'être dit, l'hospitality management, j'ai beaucoup de mal à le séparer du facility management. Je crois même, j'ai envie de dire, le facility management, c'est une modalité d'organisation des services aux environnements de travail. L'hospitality management, dans ce que ça a de plus porteur, à mon sens, de gains de productivité demain, de pertinence apportée dans les services, c'est précisément dans un système de management et pas seulement dans des fonctions. De ce point de vue-là, je pense que l'émergence de fonctions d'hospitality manager, de event manager, de welcome manager, d'ambianceur, de réenchanteur des espaces de travail, c'est un peu, je dirais, un premier temps de l'hospitality management. Ça nous vient effectivement du concierge, on les trouve dans les coworks, et c'est quelque chose qui, comment dirais-je, marque l'entrée du FM dans quelque chose qui est une approche système des services et plus seulement du pilotage de prestations techniques exécutées, si possible, conformément à un cahier des charges qui serait comment dirais-je, perçu comme suffisant. Et on sait bien qu'un cahier des charges n'est jamais suffisant. Les besoins sont très difficiles et évolutifs. Ce sont des exécutions successives de prestations et qu'il convient sans cesse de ajuster, préciser. Donc, les gains de productivité sont derrière la pertinence, la flexibilité, et ils sont au-delà, à mon sens, de seules fonctions qui resteront probablement quand même assez réservées à quelques grandes sociétés, grands sites, ensemble de sites, où on a les moyens, je dirais, de s'offrir cette fonction nouvelle. Il se peut d'ailleurs que dans la période de crise qui s'ouvre, quelques-uns y renoncent. Le problème n'est pas tellement dans l'hospitality manager, mais dans une capacité à penser le FM comme de l'hospitality management avec un système de management. Mmh. Laurent, m'entendez-vous? Est-ce que vous nous avez rejoint? Je vous laisse terminer. Votre micro est coupé. Bon, écoutez, on va attendre encore quelques minutes avant de pouvoir retrouver Laurent, voilà, qui a complètement disparu désormais. On espère qu'il va pouvoir nous rejoindre d'ici la fin. Alors bon, on l'a compris, hein, des bénéfices certains à la fois côté client comme prestataire. Pour autant, sur le terrain, le déploiement de l'hospitality management semble encore assez timide. Quel avenir alors imaginer pour l'hospitality management dans le FM? Est-ce que des freins restent encore à lever? Virginie, peut-être pour commencer côté prestataire. Les freins à lever, le préambule de cet échange, c'est d'abord d'avoir tous la même définition de métier ou d'essayer de s'en rapprocher. Après, chaque prestataire, bien entendu, fera effectivement les traits autour de son profil d'hospitality manager en fonction de son savoir-être, de son ADN, de son ambition. Voilà, mais c'est effectivement de bien avoir le financement de la fonction, comme on le disait tout à l'heure. Et Frédéric a raison aussi dans sa projection effectivement de demain, c'est l'attente autour de ce poste-là. Voilà, donc effectivement, nous, notre rôle, c'est de faire évoluer ce métier. Alors, oui, c'est un métier qu'aujourd'hui, effectivement, nous, en tant que prestataires, on l'accompagne de plus en plus. On le voit dans de nombreux cahiers des charges. C'est un métier qui se cherche encore pour les raisons initiales, hein, de voir ce qu'il en est. Après, c'est effectivement une évolution logique et croissante de notre métier. Il n'y a rien, effectivement, je disais tout à l'heure, est-ce que c'est une tendance? Pour moi, ce n'est pas du tout une tendance, c'est, je dirais, quelque chose d'assez logique sur l'apport du service plus. On n'a pas parlé non plus des conciergeries digitales, ce genre de choses, mais ça va dans ce sens-là aussi. Hein. On a pas mal d'études sur le sujet, c'est aussi cet accompagnement qu'on va déployer au fur et à mesure. Donc, il faut, comme certains métiers qu'on a eu du mal à déployer, comme la définition du facility management, à une époque aussi, voilà, il faut que ça prenne du temps, mais qu'on soit tous aussi bien sur les donneurs d'ordre prestataires, sur une évolution de ce métier, et de tous partir, je l'espère vivement, dans la même direction, pour pas qu'il y ait de travers sur cet hospitality management.
Alors, Frédéric, l'appétence est là et votre présence en Vous témoigne m'entendez cette aujourd'hui. fois-ci? Mais pour autant, il me semble que vous avez du mal à convaincre en Vous interne. m'entendez bien? Alors, Oui. Laurent, oui, on vous entend. Oh, Juste, je vais laisser En fait, Frédéric répondre et ensuite on vous les donne freins, on la les parole. connaît. Vous l'avez dit, Frédéric, les leviers économiques sont des leviers qui sont très largement liés à l'utilisation de l'espace en tant que tel, pas tant au niveau de service. Alors, si on considère l'hospitality management et toutes les notions de service comme étant des coûts additionnels à une entreprise, effectivement, ça peut coûter s'il n'y a aucun effort qui sont faits sur l'utilisation des locaux ou sur la rationalisation des locaux. Ça peut être un coût supplémentaire. Mais ça peut être un coût supplémentaire qu'il faut mettre au regard d'un turnover, au regard d'une attractivité RH, au regard d'un taux d'utilisation des occupations d'espace, d'une performance dans les projets, dans la connexion entre les individus. Et donc le frein, c'est d'avoir une vision trop comptable des choses et pas holistique. Mais cette vision-là, honnêtement, les discussions que nous avons avec nos clients est de moins en moins fréquentes. Effectivement, il y a des coûts qui sont liés au FM technique, la surveillance réglementaire et d'autres, des services, mais qui doivent être travaillés au regard de ce qu'on recherche stratégiquement pour les collaborateurs. Et de mettre dans une case, en début de process, en début de réflexion, ce qu'on recherche en termes de plus-value. Et qu'est-ce que ça coûte globalement? Parce que les entreprises et les DRH et les directeurs immobiliers savent très bien ce que ça coûte d'avoir des collaborateurs qui ne veulent plus se rendre au bureau quand on fait un travail très fin. Donc, nos freins, c'est une vision un peu traditionnelle et très technique et très comptable. Et nos grandes satisfactions, c'est de voir que nos clients évoluent beaucoup avec nous sur ces sujets-là. Et donc, comme le disait ma consoeur, ça va se mettre doucement en place. Et c'est vrai que le travail que nous faisons dans ce groupe de travail, d'essayer de rationaliser les mots, leur donner une même signification, pour aider le marché à maturer sur ces mots qui sont des mots très généraux, des déclinaisons de l'hôtellerie, ça donne du sens aussi à la profession pour que tout le monde parle du même sujet, pour que les cahiers des charges puissent être compris de la même manière et analysés de la même manière. C'est une lente évolution, mais qui est Frédéric réagir à ce que vous dites, Laurent, justement. De ce que nous vivons, très d'actualité, parce qu'il faut faire revenir les gens au travail. Bah, Julie, je vais aller dans le même sens. Il faut pas avoir de vieux réflexes. Il faut pas s'imaginer que c'est un coût supplémentaire, une couche supplémentaire, une marge supplémentaire que veulent faire les prestataires. Je pense qu'il faut le mettre dans une dynamique. C'est ce que vient de dire Laurent à l'instant. C'est dans une dynamique qui est liée, je dirais, à la flexibilité, à la recherche de flexibilité. Et plus que de flexibilité, parce que le terme flexibilité, c'est toujours perçu au détriment, je dirais, des salariés, c'est de pouvoir adapter à tout moment les espaces dont besoin nos salariés, de les adapter à leur usage, à leurs besoins réels à un instant T. Et l'hospitality management rentre, je dirais, dans cet écosystème. Et on a besoin, le salarié n'aura plus demain, le réflexe, je vais au bureau, je m'installe au bureau, j'ai un espace de bureau, un espace de réunion, et ma vie au bureau se limite à ces deux espaces, et puis tous les matins, j'y vais, je rentre le soir, ainsi de suite. Demain, ça va être quelque chose de beaucoup plus dynamique, de beaucoup plus évolutif, donc il faut que le service s'adapte à ceci, et l'hospitality management est un moyen d'adapter le service à cet usage de plus en plus mobile de nos salariés. Et en contrepartie, on peut présenter une prestation qui peut-être facialement, avec de vieux réflexes comptables, sera plus cher à l'usager, mais comme l'usager, comme l'utilisateur aura eu besoin de moins de surface, globalement, ça sera bénéfique pour l'ensemble. Donc, c'est un peu le réflexe. Est-ce que je suis encore d'état séparé? Est-ce que je suis en all inclusive? Est-ce que le all inclusive me semble plus cher, mais je peux plus facilement m'adapter? J'ai plus, j'ai variabilisé mes charges, ainsi de suite. Donc, je pense que l'écosystème, le business case global de l'hospitality management adapté et non pas étant une couche supplémentaire sur ce qui existe aujourd'hui, c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Le frein, c'est de conduire ce changement et de dire, on va plus pratiquer le FM, les services généraux d'antan, je ne vais pas remonter aux moyens généraux, je ne vais pas aller jusque-là, mais voilà, on est en train d'évoluer et de proposer autre chose. Quand on présente toujours autre chose, il y a de vieux réflexes
qui s'impose à nous. Il y a une conduite du changement, et une conduite du changement, c'est vrai que c'est pas neutre. C'est pas neutre ni du point de vue RH, ni du point de vue finance. Il faut la conduire, mais c'est pour le bénéfice de tout le monde, quoi. Alors, on voit que les réflexions sont encore en cours de chaque côté. Effectivement, le sujet pose question et fait débat. On arrive maintenant au terme de cette discussion et je peux vous dire que plusieurs questions ont déjà été posées par ceux qui nous écoutent. Donc, comme promis, nous avons réservé quelques minutes pour en relayer certaines. Bastien Cagny, le directeur de la rédaction, va dès à présent nous rejoindre, voilà, pour les relayer. Alors, avons-nous des questions des intervenants, Bastien ? Oui, alors bonjour à tous. Effectivement, beaucoup de questions posées ce matin sur le thème de l'hospitality management. Et bon, je m'excuse par avance auprès des auditeurs de cette conférence, car nous pourrons sans doute pas toutes les relayer auprès des différents intervenants. Alors, une première question qui mériterait peut-être en elle-même une conférence à part entière. Comment évaluer la pertinence de l'action de l'œuvrant, entre parenthèses l'hospitality manager, quand on sait que l'atteinte d'un bon résultat est aussi liée à la bonne coopération des bénéficiaires et en bonne partie non prévisible? Alors, qui veut tenter une réponse? Moi, je pense que c'est Frédéric qui peut le mieux répondre à cette question. Merci Virginie. C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est jamais évident d'essayer de monétiser chaque acte dans le service. Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut le voir dans sa globalité. Si aujourd'hui le constat que l'on a aujourd'hui, c'est que quand on traverse les bureaux, alors évidemment, pas aujourd'hui, la date au deuxième confinement ni du premier confinement, mais rien que quand on était l'année dernière, vous traversiez les bureaux étaient vides, on nettoyait du vide, on gardiennait du vide, ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'on n'enchantait pas les gens. Donc j'ai du mal à m'imaginer aujourd'hui qu'on puisse monétiser comme ça l'hospitality management. On va la monétiser à travers la productivité de nos salariés, la volonté de nos salariés à vouloir aller au bureau et aller échanger pour pouvoir être performant, quoi. Et donc il faut le voir dans sa globalité. Et je pense que la monétisation, ça va se retrouver, c'est combien nous coûte une prestation à l'usager et non plus au poste de travail vide. Ce qui est aujourd'hui le KPI majeur que chacun veut atteindre, c'est combien me coûte mon poste de travail. Oui, mais il te coûte 10 000 € par an et il est vide. Et on a tout gagné, quoi. Ça rejoint une des questions qui était en combien de temps la maturité arrivera sur le marché? Je pense que la maturité arrive sur un marché quand on commence à avoir des outils de mesure qui sont compréhensibles par tous. On a connu ça en restauration, on a connu ça dans le FM, dans la maintenance technique. Dans tous les métiers, la maturité arrive quand certains indicateurs font dénominateur commun pour une grande partie d'entre nous, quoi, en fait. Et donc, Frédéric l'a dit, il y en a déjà qui existent, des enquêtes de satisfaction. Alors, ce n'est pas de la satisfaction, c'est quand vous mesurez le taux d'occupation d'un bâtiment, la taux d'occupation d'une salle, si la salle n'est jamais occupée, on peut considérer que les gens sont insatisfaits de cette salle. Sinon, ils l'occuperaient. C'est comme les vacances. On va dans les vacances qu'on aime bien, sinon on n'y va pas. Et bien, en fait, c'est exactement pareil. L'occupation d'un espace, c'est un très bon critère de satisfaction des gens à venir y aller. Un restaurant, s'il est vide, alors je ne parle pas maintenant en ce moment du drame actuel, mais c'est quand les gens y vont. Et ben, c'est pareil pour les bureaux. Donc, il y a des critères. Ces critères, certains les expérimentent selon leur origine de leur entreprise. La maturité viendra et ces critères seront, à mon avis, couramment admis et ça sera une forme de maturité du marché. Je dirais aujourd'hui, à la SNCF, c'est un des critères majeurs aujourd'hui qui a été lié au Covid, mais ainsi de suite. C'est, je remonte régulièrement au COMEX, les taux d'occupation de mes locaux. Bon, alors en ce moment, c'est vrai que c'est un peu difficile. Hein. Alors, je vis un moment de solitude. Peut-être une question sur laquelle vous avez déjà débattu, qui était formulée ainsi. Pensez-vous que l'évolution des services va s'accompagner d'une augmentation des coûts de service? Mais cette question précise, toutefois, est-ce qu'il faut prévoir une transposition des coûts liés à l'immobilier, donc une réduction de ces coûts qui serait liée à une réduction des surfaces, vers les services? Est-ce qu'il y aurait un réarbitrage de l'immobilier en faveur des services?
C'est la question posée. Bastien, c'est très clairement ce qui se passe en ce moment quand vous êtes en train de plus en plus de fusionner les directions immobilières avec les directions de l'environnement de travail. Aujourd'hui, c'est clair que l'environnement de travail va jouer sur le coût unitaire de détention d'un bien et l'immobilier va jouer sur la variable nombre de mètres carrés. Et c'est l'association des deux qui permet de dire je réduis mes surfaces, parce qu'aujourd'hui, je suis dans une phase de réduction, et donc je vais réduire mes surfaces, et la charge à l'environnement de travail de maintenir le coût unitaire, mais global, de ces surfaces. Alors, soit vous travaillez en surface, soit vous travaillez en poste de travail affecté, soit vous travaillez en nombre d'usagers, de collaborateurs. Et c'est clair que c'est l'association des deux qui est gagnant. C'est gagnant-gagnant, et pour avoir un service de bon niveau, et de l'autre côté, d'avoir les bonnes surfaces. C'est en tout cas tout ce que les directions immobilières qui ont fusionné avec l'environnement de travail ont recherché à faire. Alors, je regroupe plusieurs questions autour de l'hospitality manager. Certains nous demandent quels sont les profils de ces hospitality managers et où est-ce que ce poste se situerait dans un modèle de FM global avec un pilote FM, un FMT et un FMS. Voilà, je vous répercute la question, mais question qui porte autour des profils et si je comprends bien un petit peu où se situe le poste de l'office manager dans un concept FM où on a des responsables de site. Qui veut répondre? Peut-être sur la partie formation, si vous voulez. Effectivement, la partie formation d'un hospitality manager aujourd'hui dans le monde du FM, à part pour avoir mené pas mal, effectivement, tous bien entendu, de recherche et de collaboration avec des centres de formation. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans cet environnement, du coup, FM, non pas comme hôtelier, comme on disait traditionnellement, il n'y a pas de formation type. Ce qu'on connaît, et nos hospitality managers, c'est un petit peu c'est qu'ils ont soit un MBA en hospitality management qui est un parcours totalement issu des infrastructures hôtelières, la gestion de ces environnements-là. Sinon, effectivement, c'est des parcours à développer dans nos entreprises où avec, effectivement, il y a des échanges avec les universités du facility management, etc. sur ces évolutions. Aujourd'hui, pour répondre à la première partie de votre question, il n'y a pas de formation type environnement de travail, hospitality manager. Ce qu'il ne faut pas omettre aussi, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est aussi, et pour beaucoup, un savoir-être, une fois de plus, assez important. Donc, c'est à nous, c'est notre rôle en tant qu'entreprise et employeur de pouvoir effectivement faire monter en compétences un certain nombre de collaborateurs et les accompagner dans cette démarche. Pour 2 secondes, effectivement, pour bien connaître aussi le MBA Hospitality Management, il faut savoir c'est qu'aujourd'hui, 30% en fait, des profils qui identifiés et qui auraient besoin de cette formation ne peuvent en fait être accueillis sur cette formation-là. Voilà. Donc, on a un gros manque d'accompagnement et, comme d'autres métiers, mais en tout cas, celui-ci, c'est le sujet du jour, pour nous permettre de former au mieux ces hospitality managers. Donc, c'est charge à nous, effectivement, de débattre, de construire, de faire grandir nos collaborateurs sur cet environnement-là. Voilà, c'est aussi pour ça que nos clients nous choisissent, c'est en fonction effectivement de ces profils-là et de l'appétence qu'on peut avoir sur ce nouvel environnement, ce que disait tout à l'heure un petit peu effectivement Xavier également. Alors un autre sujet, mais qui s'adresse à vous également Virginie, expressément dans la question, c'est précisé, donc je vous la pose. Comment imaginez-vous un dispositif de dialogue permanent avec les clients pour connaître les besoins des occupants ? Est-ce que la réponse est déjà pas ce qu'on fait? On essaye de faire aujourd'hui, voilà, le dialogue permanent avec nos clients. C'est aujourd'hui le rôle, effectivement, des équipes de pilotage, d'un contrat de facility management. Hein, c'est ça. Après, effectivement, si vous voulez un discours permanent sur ce poste d'hospitality manager, je dirais que c'est son rôle. C'est son rôle premier d'être au cœur de l'organisation et de construire le discours. Ce n'est pas de publier des réunions périodiques. Beaucoup parcourir dans les cahiers des charges, dans ses obligations, c'est bien au-delà. C'est effectivement, c'est d'aller au-devant des collaborateurs, c'est de partager, d'organiser des moments de co-construction, comme je disais tout à l'heure, que ce soit avec des clients ou des prospects ou des prescripteurs métiers, pouvoir faire évoluer effectivement et de tester des choses dans les environnements, tant qu'à effectivement faire grandir les prestations et de
Ce qu'on se dit aujourd'hui sera peut-être plus bon dans 3 mois, donc toujours se remettre en question. C'est ça le rôle, effectivement, de la cellule du pilotage, FM intégrant de l'hospitality management pour cette question, les accompagner dans ce sens. Alors, on a le temps peut-être encore pour une ou deux dernières questions. Alors, quelqu'un vous interroge sur la question de savoir est-ce que l'hospitality management ne serait pas finalement réservé aux seuls grands ensembles immobiliers? En fait, l'approche dont nous avons parlé pendant 1 heure, elle s'applique de manière globale à des ensembles, à des projets globaux. Elle peut aussi s'appliquer à des projets qui plus restreints et plus modestes dans leur approche, mais tout aussi stratégiques. Revoir l'accueil, le onboarding des jeunes collaborateurs qui viennent d'arriver ou les visiteurs, revoir un hall d'accueil et la manière avec laquelle le visiteur a un parcours utilisateur au sein d'un immeuble, ça fait partie de la mission d'Hospitality Manager. Et là, on ne revoit pas l'intégralité des services, des espaces. Ça peut être simplement un focus et le client souhaite redonner une nouvelle dimension à l'accueil dans son acceptation large. Espace, service, techno. Ce n'est pas un grand ensemble. Une petite entreprise peut très bien avoir cette stratégie-là de revoir l'accueil parce que c'est très important stratégiquement pour les nouveaux embauchés, pour les visiteurs et pour les clients. Donc, l'hospitality management peut se comprendre de manière globale comme on l'a approché, tous ensemble, mais aussi de manière plus ponctuelle. Par exemple, une entreprise décide de mettre un work café où les gens pourraient venir travailler de toutes les entités de l'entreprise dans un lieu donné. C'est arrivé il n'y a pas longtemps, on a eu un appel d'offres là-dessus. Eh ben, l'hospitality manager était le chef de projet de ce work café. Nous en dimensionnions le contenu, service, aménagement, techno, et il devait animer au cours du temps. Donc, l'hospitality management peut se comprendre de manière très globale dans le cadre d'un très vaste projet ou de manière plus ponctuelle dans un petit ensemble avec une entreprise de moyenne taille sur un sujet donné. C'est plus une approche, une philosophie basée sur l'écoute et des réponses précises avec de la co-construction, comme l'a dit ma consoeur, que sur un projet global d'un grand ensemble. C'est vraiment c'est projet par projet et c'est une philosophie générale. Très bien. Écoutez, il y avait de nombreuses autres questions, mais je vais repasser la parole à Julie pour conclure ce débat et merci au nom de nos auditeurs pour vos réponses. Oui, je sais que c'est frustrant. 1 heure, ça passe extrêmement vite, mais on aura très certainement l'occasion de rediscuter de ce sujet dans les mois à venir. Il est donc maintenant l'heure de rendre l'antenne. On avait promis une fin à midi. On a déjà un petit peu dépassé. Un grand merci à vous 4, en tout cas, pour cet échange autour de l'hospitality management. Sachez que ce lab fait suite à la sortie de notre numéro spécial FM, déjà accessible pour les abonnés sur le site de Workplace. Merci également à nos partenaires dont les noms s'affichent sur votre écran. J'espère que le sujet vous aura intéressé de l'autre côté de l'écran. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous en 2021 pour une nouvelle série de Lab by Workplace Magazine. Au programme notamment, on discutera des nouveaux défis des espaces de travail, du bureau version télétravail, et on se donnera rendez-vous mi-octobre pour une nouvelle session de Lab Facility Management. Un conseil, restez connectés pour en savoir plus. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt pour de nouveaux échanges. Merci de nous avoir suivis. Merci. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée à tous.